Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour l'enregistrement de cet épisode hors série du podcast C'est compliqué. Nous sommes au Wonderland pour le très gros festival qui est super bien organisé par Gras Politique. Alors, vous vouez pas pour Gras Politique ? Je suis Lucille Bélan et j'ai avec moi autour de la table Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime défendant la diversité des corps. Absolument, bonjour. Solène Karoff, sociologue et docteur de l'EHESS, maître de conférence Université Sorbonne. Bonjour. Et autrice aussi de Grossophobie, sociologie d'une discrimination invisible. Exactement, bonjour. Et puis Anouche, membre historique de Gras Politique. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, pour cet épisode, nous parlerons ensemble de genre et d'alimentation. Et on va commencer un peu au début de la vie, parce que ça commence quand on est enfant. On va parler en fait de la façon dont on traite l'alimentation des petites filles par rapport à l'alimentation des petits garçons. D'ailleurs, je le précise, on va se tutoyer ce soir, parce qu'on est un peu en famille. Ariane, est-ce qu'il y a une différence notable dans l'alimentation des petites filles et des petits garçons ? Je pense que en ce qui concerne les petites filles et les petits garçons, pendant un certain nombre d'années, il y a des choses qui se ressemblent et des choses qui sont différentes. Si le petit garçon ou la petite fille est dans une famille entre guillemets normale, où tout le monde mange normalement, ils vont avoir à peu près la même alimentation. Mais ce qui va se passer quand même très vite, c'est que la petite fille va intégrer, parce que la société, parce que très souvent sa mère, une idée que la minceur, c'est bien. Et ça, c'est des choses qu'on voit chez les petites filles de 6-7 ans, déjà, où on veut déjà ressembler à la petite fille la plus mince de la classe. Et si la mère, en plus, est au régime, se pèse tout le temps, est tout le temps en restriction, ça va être intégré encore plus. Donc la petite fille, même si elle mange normalement, va intégrer tout ça et ça ressortira un petit peu plus tard. Mais en termes d'alimentation, il n'y a pas forcément de différence. Après, quand même, je pense que les remarques qui vont être faites vont être quand même peut-être des fois un peu plus stigmatisantes pour une petite fille. Des fois, on me raconte des choses hallucinantes que disent les parents à leurs enfants, grosses vaches, enfin, ou des choses comme ça, des choses vraiment horribles. Mais je dirais que là où justement c'est un peu pareil, c'est-à-dire un petit garçon et une petite fille qui sont gros, ils vont subir un petit peu de la même façon malheureusement toute la méchanceté, les moqueries des enfants à l'école, de l'environnement. Et là, il me semble qu'il n'y a pas trop de différence, hein, sachant que un enfant qui est gros, je dirais, enfin pour schématiser, il y a un peu 3 raisons. Soit c'est les parents qui le forcent à manger. Moi, je vois beaucoup d'enfants en fait qui étaient tout maigres au départ et que les parents ont forcé, ont gavé en fait, et ça dérègle complètement. Après, il y a des enfants qui vont être dans des familles où on mange beaucoup. Puis après, il y a des enfants qui ont des difficultés émotionnelles qui vont les faire grossir. Mais du coup, malheureusement, très souvent, on s'occupe pas de la vraie cause de la prise de poids, mais on va très vite être dans la privation, le régime, aller voir un médecin qui va dire oh là là, faut plus manger ci, plus manger ça, ce qui très souvent entraîne en fait un cercle vicieux, parce que ça, on l'a observé tout le temps. Un enfant qu'on prive, il mange en cachette. Il trouve toujours une façon de manger. Qu'est-ce que tu en penses, Anouche ? Est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez, en tout cas avec Gras Politique, par exemple ? Alors, on ne l'étudie pas forcément, mais en tout cas, on le voit dans nos vies déjà et dans la vie des gens qui viennent nous parler avec l'asso. Oui, souvent, on met les enfants beaucoup trop jeunes au régime et ça mène forcément vers des TCA, en fait. Mettre un enfant de 5 ans au régime, c'est lui signer forcément une carte d'adhérent avec les TCA. Donc voilà, c'est malheureusement beaucoup trop courant. C'est très courant de voir des petites filles, souvent poussées par leur maman, qui ont elles-mêmes des problèmes avec leur propre poids et du coup qui transfèrent sur leurs filles et sur leurs fils aussi quand ils sont enfants. J'ai l'impression, au niveau vraiment de la petite enfance, on a plutôt l'impression que c'est assez équilibré, en tout cas. La peur de devenir gros et la peur que son enfant devienne gros est tout aussi importante chez un enfant garçon ou un enfant fille, quoi. Voilà. C'est quelque chose que vous avez étudié, Solène Karoff, dans le cadre de la grossophobie en fait interne au cercle familial ?
Oui, alors j'ai pas étudié explicitement la question des jeunes enfants, mais par contre, c'est vrai qu'on retrouve j'ai retrouvé énormément de choses qu'ont décrites effectivement Ariane et Anouche sur la mise au régime très précoce de petites filles, hein, de voilà, même 5-6 ans, comme disait Anouche, qui vient effectivement souvent du fait que la maman elle-même a été stigmatisée pour sa corpulence et donc n'a pas envie que sa fille revive la même situation. Donc un peu en prévention, elle la met au régime, alors même que de temps en temps l'enfant n'a pas de problème particulier de poids. Et donc, voilà, il y a une sorte de restriction qui est faite sur souvent certains produits alimentaires qui sont interdits dans la famille, ce qui engendre évidemment une mise à l'écart, aussi une forme d'exclusion un peu de cet enfant par rapport aux autres frères et sœurs ou aux autres frères en général, qui n'ont pas forcément voilà, le même regard de leurs parents, de leur maman. Après, ce qu'il faut noter, c'est que les normes de genre sont acquises très tôt en fait chez les jeunes enfants, de manière générale sur la question de l'apparence physique, sur la question des jouets, ce qu'on a le droit de faire, la manière dont on se comporte, etc. Et même des enfants de 3-4 ans commencent déjà à avoir des représentations de qu'est-ce que j'ai le droit de faire en tant que petit garçon ou en tant que petite fille. Et donc l'alimentation n'est pas complètement évidemment exclue de ce type d'incorporation en fait de valeurs, de normes, etc. Qui fait que globalement au fur et à mesure, alors évidemment comme dit Ariane, très souvent, voilà, ça se manifeste pas forcément dans les pratiques en tant que telles au début, mais en fait, au fur et à mesure, et en particulier si les parents sont derrière et poussent effectivement à interdire certains produits alimentaires, les petites filles, puis les enfants, puis les jeunes filles vont effectivement apprendre que, en tant que femmes, elles doivent manger différemment des garçons. Donc effectivement, ça commence très tôt, en tout cas dans les croyances, on va dire, et pas forcément dans les pratiques en tant que telles, mais dans les croyances et dans ce que pensent effectivement ces enfants. On parle de régime pour les jeunes enfants. C'est quoi? C'est des régimes inventés? C'est des aliments interdits? C'est des espèces de... Alors je dirais qu'il va y avoir un peu une chance ou une malchance aussi. Bien sûr, il y a les parents. Il y a aussi le milieu médical. Hein, c'est-à-dire que va dire le pédiatre. Et autant il y a des pédiatres qui vont être sage et plutôt bienveillant, qui veut dire mais ne vous inquiétez pas, on va attendre jusqu'à l'adolescence, il y a beaucoup de choses qui se régulent dans le temps, etc. Et autant il y a des pédiatres, voire le milieu scolaire, qui va dire oh là là, faut faire attention, qui vont dire faut le plus. Alors, pédiatre caricatural, hein, qui va dire voilà, plus de gâteaux, plus de bonbons, plus de soda, plus de ceci, plus de cela, et là qui crée effectivement la mise à l'écart de l'enfant. Donc je pense que le rôle des médecins est important et aussi, et la relation que les parents vont avoir aussi avec le milieu médical et plus ou moins respecter ce qu'il va dire. Mais il y a effectivement, je rejoins ce que disait Solène, c'est-à-dire qu'il y a très souvent chez les parents, ça part d'une bonne intention. C'est-à-dire, j'ai vécu des choses difficiles en tant qu'enfant gros, je veux pas que mon enfant revive la même chose, mais c'est complètement contre-performant en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui peut passer par l'école aussi? Alors ça peut être des fois, c'est des choses qu'on me raconte, c'est l'infirmière scolaire qui va me mettre quelque chose dans le carnet, je sais pas, il va y avoir une occasion, alors est-ce que c'est au sport, est-ce qu'on va peser les enfants, doit faire attention, enfin des choses comme ça, c'est-à-dire que des fois il y a des enfants qui sont ronds, mais qui ne se vivent absolument pas gros, qui n'ont aucun problème. Et tout à coup, il va y avoir un mot dans la famille, à l'école et tout, qui va stigmatiser. Et là, c'est le début d'une escalade. Oui, Oui, j'allais dire que je suis concernée par les problèmes de grossophobie et de régime en tant que personne grosse. On m'a mis au régime à 5 ans, très vite, parce que le pédiatre a décrété que ma courbe était trop haute, c'était pas possible, et qu'il fallait donc m'envoyer chez un diététicien, et on m'a mis au régime strict à 5 ans. Donc ça a évidemment donné lieu à beaucoup de tensions dans la famille, il y a beaucoup de tensions avec le rapport avec la nourriture, tout simplement. Donc oui, c'est complètement... Ça part d'une bonne intention, forcément, puisque mes parents n'avaient pas envie que je vive ce que eux avaient vécu. Le résultat, il n'est pas très positif. Voilà. Est-ce que tu penses que ça a joué le fait que tu sois une petite fille? Alors oui, parce que j'avais un frère aussi qui est plus jeune que moi, qui a été mis au régime, mais plus tard. Voilà. Mais plus tard. Voilà. Il me semble que les garçons, peut-être qu'on va beaucoup plus les pousser à faire du sport.
On va très vite leur dire, Oui, le petit garçon qui est un peu renfermé, qui est un peu dans son coin, qui est gros, qui du coup qui est pas à l'aise avec les autres, on va lui dire allez fais du sport et un peu le forcer plus sur le volet sport, il me semble. Oui, tout à fait. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma famille. Donc voilà. C'est quelque chose qu'on voit aussi à l'âge adulte, en l'occurrence. Enfin, globalement, sur la question du corps, la femme doit être mince, l'homme doit être... en tout cas, il y a une valorisation de la masse musculaire. Donc, une question, un poids conséquent. En l'occurrence, on le voit sur les forums d'hommes qui font de la muscu, du sport. Le but est de prendre de la masse, quoi. Ce qui est l'inverse total de ce qui est demandé aux femmes. Donc c'est quelque chose qui continue vraiment ce rapport au sport. Il y a assez peu de temps, il y a Serena Williams qui a fait une interview où elle dit même qu'il y a des femmes qui ont peur de faire du sport de haut niveau pour cette question de masse, de poids, de corps qui change et d'être masculinisé, en fait, de voir leur corps changer dans le regard de la société. Bien sûr, et pas que dans le sport de haut niveau. Moi, j'ai des patientes, effectivement, qui font du sport un petit peu à outrance ou qui font des types de sport qui musclent beaucoup ou qui ont une morphologie à prendre du muscle plutôt en volume et qui disent mais je rentre plus dans mes jeans, je rentre plus dans mes pantalons parce que j'ai pris trop de muscles. Donc, effectivement, il y a vraiment des stéréotypes. La femme, elle doit être fine. L'homme, il doit être fort et musclé. D'ailleurs, alors moi, j'ai quand même, je sais pas, 90-95% de femmes dans ma clientèle qui montrent bien la pression qu'il y a sur les femmes, ça c'est clair. Mais il y a de temps en temps des jeunes hommes qui m'appellent parce qu'ils sont maigres et que du coup, ils ne répondent pas aux stéréotypes et ils veulent grossir. Et donc, en fait, si on grossit, on prend du gras. Donc, plutôt faire du sport. Mais c'est vraiment, effectivement, chez les hommes, c'est vraiment la force et le muscle qui est beaucoup plus valorisé. Mais après, je pense qu'il y a une question dont on va parler, qui est, je veux dire, un peu l'objectivation du corps de la femme, quoi. En fait, c'est une objectivation différente de celle du corps de l'homme, qui est plus performative, sportive, et puis valorisée. Quand celui de la femme est-ce qu'on peut parler d'objectivation du corps de l'homme? Oui, voilà. C'est ça, c'est que la femme, elle est objectivée, l'homme, il reste le sujet, il reste celui qui décide, il reste celui qu'il faut séduire, il reste celui qui... Enfin, moi, je sais pas, on peut parler du patriarcat, et on sait dans quel monde on vit. On peut complètement en parler, c'est complètement lié de toutes les manières. Le patriarcat est cause de beaucoup de problèmes de grossophobie, tout simplement. Peut-être juste pour rajouter un point sur ça, en termes de satisfaction corporelle, en fait, ce que les études de statistiques vont montrer, c'est que, par exemple, justement, les femmes vont se sentir mal dans leur peau ou vont ne pas aimer leur corps et leur corpulence alors qu'elles ont une corpulence un petit peu au-dessus de la norme médicale, avec des guillemets, alors que les hommes, c'est effectivement, comme dit Ariane, parfois des hommes et même parfois des jeunes garçons ou des petits garçons qui vont en fait souffrir de l'inverse, c'est-à-dire effectivement d'être trop minces, maigres ou trop petits en taille. Et là, du coup, ils vont effectivement subir plutôt la dévalorisation d'un corps qui va être jugé fragile, donc plutôt de l'ordre du féminin. Et comme on sait que les insultes des garçons, c'est souvent des insultes qui les féminisent, et que justement les jeunes garçons et les jeunes hommes essayent de s'éloigner de ce qui relève du féminin. C'est bien pour ça que d'ailleurs les petites filles vont porter des vêtements par exemple masculins, et on voit rarement quand même des petits garçons porter des robes ou les jeunes garçons porter des jupes ou des talons. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Et donc du coup voilà, il y a une forme de séparation comme ça des garçons et des filles qui s'opère aussi au niveau de l'imaginaire que les gens ont d'eux-mêmes, en fait, de la représentation de leur corps. Donc effectivement les hommes vont plutôt valoriser des corps qui vont être pas forcément très musclés, mais en tout cas un peu musclé dans l'idéal corporel masculin. Et l'homme gros, comment il est vu par rapport à cet homme musclé mais pas trop Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est que l'homme gros, après, c'est une question de définition. Qu'est-ce que c'est qu'un homme gros, du coup, pour les hommes? En fait, les hommes qui sont donc en surpoids, si on reprend les définitions médicales, ne sont pas forcément perçus comme gros, en particulier s'ils sont grands, s'ils sont un peu musclés, s'ils sont un peu sportifs. Alors là, au contraire, on s'aperçoit même pas qu'ils sont plus dans la norme médicale. Par contre, effectivement, là, on va en voir un petit peu comme disait Anouche tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va commencer un peu plus tard. C'est comme la mise au régime qui vient plus tard pour les hommes, et c'est le cas effectivement aussi chez les hommes adultes. Finalement, c'est pareil pour la question de la grosseur. En fait, ils vont être perçus comme gros plus tard. Donc ça va être plutôt avec des corpulences qui sont plus importantes. Et là, effectivement, ils vont être perçus comme gros. Mais donc l'homme gros est plus gros que la femme grosse dans les perceptions, en fait. Et si je peux me permettre, l'homme gros commence à être perçu comme gros quand la grosseur commence à le féminiser, en fait. Quand il commence à avoir une poitrine, des courbes qui sont associées au féminin. C'est vraiment là où la grossophobie
rattrape les hommes. Voilà. Oui, et puis je me rappelle par exemple d'une patiente récemment qui me dit, parce que j'ai interrogé sur ses parents, elle me dit ma mère est grosse, mon père a du ventre. Donc la façon dont les hommes grossissent n'est pas perçue de la même façon. Effectivement, je pense qu'il faut qu'un homme ait beaucoup plus de surpoids pour qu'on le considère comme gros. Alors, dans l'environnement, après le problème, c'est que la femme, effectivement, comme la femme elle-même va très vite, à partir du moment où elle sort des standards de la minceur, se considérer comme grosse, même quand elle n'est pas grosse. Oui, parce qu'il y a quand même une norme un peu de la femme au régime de fait, en fait. Enfin, je veux dire, on le voit bien dans les magazines féminins, dans la culture, la femme est au régime. Alors, c'est pas forcément que la femme est au régime, mais c'est qu'on nous montre une image d'une femme, disons, taille 34, 36, hein, même si on croit, même si on lit pas les magazines féminins, qu'on dit non, je vois pas ça, ça nous imprègne forcément cette idée que c'est la minceur qui est la norme. Et donc, le problème, c'est que des femmes qui n'ont pas une morphologie pour faire une taille 36 veulent quand même faire cette taille-là, donc vont rentrer dans une spirale de je me mets au régime, et puis je perds du poids, j'en reprends, je me remets au régime, etc., etc. Et puis il y a un sentiment d'appartenance à un groupe aussi quand même. Cette culture du régime, même de compter les calories, d'avoir cette culture-là, elle existe. Je me rappelle d'une personne qui venait me voir et qui du coup avait perdu du poids, arrêté les régimes, et se disait mais de quoi je vais parler avec mes copines finalement? C'est horrible. Hein. Peut-être juste pour compléter. Pardon, excuse-moi Anouche. C'est tellement triste d'en arriver là. Solène Oui, peut-être juste pour compléter ce que dit Ariane, c'est qu'effectivement, c'est même pas qu'une question de régime. Là, c'est plus vaste que ça. C'est vraiment toutes les pratiques alimentaires dans ces cas-là sont perçues sous l'idée de qu'est-ce que je peux manger pour ne pas grossir, qu'est-ce que je mange pour maigrir. Et donc même quand il n'y a pas un régime officiellement, enfin, voilà, avec des pratiques particulières restrictives, etc., beaucoup de femmes, et beaucoup de jeunes femmes en particulier, mais beaucoup de femmes de manière générale, sont tout le temps en train de penser à ça et d'essayer de tout le temps réfléchir à leur alimentation. Enfin, leur alimentation, en fait, est au centre de leur vie quotidienne, et donc ça devient effectivement des troubles du comportement alimentaire, même quand il n'y a pas forcément de compulsion, de boulimie ou associée, simplement parce que c'est en permanence en arrière-fond, en arrière-pensée de qu'est-ce que je mange, quand est-ce que je mange, avec qui je mange, qu'est-ce que j'ai le droit de manger, qu'est-ce que je vais manger ce soir, etc. Et moi, j'ai vu ça aussi dans mon enquête où, en fait, il y a des personnes qui, effectivement, c'est le sujet numéro un, qui est, voilà, c'est même plus la minceur, là, c'est presque au-delà de ça. C'est vraiment l'alimentation devient. C'est un envahissement mental, c'est un envahissement en fait, émotionnel et mental, ouais. C'est une manière de... Pardon, je reviens toujours au sujet du patriarcat, mais c'est une manière très claire de contrôler l'esprit des femmes, en fait, puisque une femme, si elle ne pense qu'à ce qu'elle va manger, à perdre du poids, et voilà, elle ne pense pas à autre chose. Voilà. Donc, elle est tout à fait malléable à ce moment-là. Voilà. Ça pose aussi la question du genre de certains aliments. Qui sont, en l'occurrence, la salade, la côte de bœuf. C'est quand même des choses qui sont extrêmement genrées dans l'idée. Mais effectivement, pour aller dans le sens de ce que dit Solène, du coup, il y a effectivement les bons aliments, les mauvais aliments, l'idée qu'il faut bien manger, donc qu'il faut manger des légumes. Enfin, en plus, il y a tous les discours nutritionnels qui vont dans ce sens-là. Et alors, peut-être qu'il y a quand même l'éducation, c'est-à-dire comme la petite fille, elle intègre quand même très vite qu'elle doit bien manger. Peut-être est-ce qu'elle va plus se forcer à manger avec des légumes qu'un petit garçon? J'ai pas d'études là-dessus, je sais pas. Hein, mais après, c'est pas qu'un stéréotype de dire les hommes ils mangent plus des pâtes et du riz et puis les femmes plus des légumes. Hein, c'est quand même un petit peu une réalité. Et donc parce que peut-être les femmes aiment les pâtes, mais s'empêchent de manger des pâtes en fait. C'est ça qui se passe parce que les légumes c'est plus léger, c'est moins calorique, on peut en manger beaucoup et avoir l'impression d'avoir le ventre rempli, et donc ça crée effectivement beaucoup d'obsession mentale et beaucoup de culpabilité, c'est-à-dire dès qu'on sort des rails, parce qu'on mange un gâteau au chocolat, parce qu'on mange une pizza, on est dans la culpabilité. Donc c'est ça, il y a vraiment une fragilisation complète, hein, parce que à la fois on est tout le temps à se dire qu'il faut être mince, on croit que on sera heureuse que quand on sera mince, donc on met toute son énergie là-dedans, et du coup, on n'a pas de l'énergie pour peut-être d'autres sujets plus importants. Et puis j'imagine qu'il y a aussi une souffrance mentale quand on arrive à atteindre son objectif de poids et qu'on se rend compte qu'on n'a plus de but, ou en tout cas on n'est pas plus heureux ou en meilleure santé.
Exactement, c'est une terrible déception. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a un livre d'une Canadienne qui s'appelle « À 10 kilos du bonheur », c'est-à-dire qu'on croit toujours effectivement que quand on aura perdu du poids, on trouvera le bon conjoint, on aura le bon boulot, on sera plus heureuse dans la vie, tout sera facile, tout sera clair. Et puis en fait, non, la vie c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et du coup, alors c'est pas ça qui fait reprendre du poids, c'est aussi la privation, c'est plein de choses qui font reprendre du poids, mais en général on lâche parce que finalement ça va pas mieux et donc autant manger finalement. Et dans les faits, est-ce qu'il y a une différence entre les régimes d'hommes et les régimes de femmes ? On sait que Alors quand j'ai commencé mon activité il y a 12-13 ans, comme j'étais pas dans la privation, je pensais que j'aurais plein d'hommes qui viendraient me voir parce qu'ils aimeraient pas la privation, et en fait pas du tout. Parce que l'homme, alors je suis désolée, je caricature un petit peu, l'homme il veut un truc radical, fort, la volonté, la discipline, j'arrête la charcuterie, le fromage, le vin, les pâtes, je fais du sport et puis je perds 15 kilos. Ce qui marche très bien, et puis après il reprend les 15 kilos. La femme, donc ça c'est une chose, c'est le contenu du régime, et en plus la femme va être beaucoup plus dans le fait de manger beaucoup de légumes. Et puis la femme va quand même avoir plus tendance à lire des livres, lire des magazines, aller voir un diététicien, se faire accompagner. Les hommes, ils vont quand même moins facilement aller demander de l'aide. Alors, ça change peut-être un petit peu. J'ai été très amusée récemment parce qu'il y a quand même des hommes qui viennent me voir, des hommes qui sont un peu plus préoccupés autour de la quarantaine quand même de se voir grossir. Et il y a un homme qui est venu me voir et donc un autre vient, il me dit « Mais je viens parce que j'en ai parlé à mon ami un tel qui est venu vous voir. » Donc que deux hommes parlent ensemble de leurs problèmes de poids et du fait d'être allé voir quelqu'un, ça m'a paru ça complètement nouveau. Enfin, c'est quand même pas très répandu. Mais du coup, on parle d'aller voir des diététiciens, des diététiciennes, se faire aider, lire des magazines, lire des livres. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un, pense à un moment, aller voir un psy aussi, à faire un accompagnement psychologique ? Alors malheureusement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport aux enfants. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, un enfant qui prend du poids, c'est qu'il y a quelque chose d'émotionnel derrière. Donc, soit c'est la conséquence de la privation, mais souvent, moi souvent dans ce qu'on me raconte, c'est des difficultés au sein de la famille, un divorce, un grand-parent auquel on était très attaché qui meurt. Enfin, il y a des choses qui se passent qui font qu'on va aller chercher un gros mal-être à l'école, on va aller chercher un refuge dans la nourriture. Et donc, c'est de ça dont il faudrait s'occuper et pas de priver l'enfant. Et c'est très rare qu'on s'occupe de ça chez les enfants. Et même après, c'est important de... J'avais créé un billet de blog, est-ce qu'il faut aller voir un nutritionniste ou un psy ? Et effectivement, c'est intéressant de se poser la question. Et des fois, il y a des gens qui viennent me voir une fois, deux fois, et ça les aide à prendre conscience qu'en fait, le problème, c'est un problème psy, et que du coup, il vaut mieux s'en occuper avec un psy. Anouche, tu parlais de ton expérience. Est-ce que tu as eu l'occasion, quand tu étais petite, de voir un psy ? Pas du tout. Pas du tout, puisque dans la croyance des médecins qui me suivaient, et dans la croyance de beaucoup de médecins encore, c'est juste l'alimentation le problème. C'est juste tu manges trop, donc forcément si tu manges moins, tu vas maigrir. Ce n'est pas vraiment le cas dans la réalité. Il y a encore un gros problème, il y a une grosse difficulté à prendre en compte que la grosseur, elle est multifactorielle. Elle ne vient pas que de l'alimentation, et si elle vient de l'alimentation, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière cette alimentation hors norme. Donc il faut aller chercher ailleurs, et ça ne se fait absolument pas chez les enfants. Ça se fait un peu plus chez les adultes quand on commence à prendre conscience, mais il faut déconstruire beaucoup de choses soi-même ou tomber sur des praticiens qui sont un peu formés à la grosseur, en fait. Oui, si je peux rajouter un point par rapport à ce que tu dis, Anouche, et à ce que vous disiez avant, je me demande si c'est pas les parents surtout qui devraient aller voir un psy, puisqu'en l'occurrence, c'est souvent les parents qui mettent les enfants, et en particulier les très jeunes enfants, au régime, et c'est très souvent ça qui va conduire après à des troubles du comportement alimentaire et à une prise de poids très importante,
alors qu'à la base, peut-être que l'enfant, il allait être un peu plus gros que la moyenne, mais c'est tout, et c'était pas du tout un problème particulier. D'accord. Et donc, finalement, c'est pas forcément l'enfant. L'enfant, voilà, il n'a pas forcément de problème émotionnel très important. Il en a peut-être, mais j'allais dire comme tout le monde, simplement, effectivement, ça peut être un moyen dans ces cas-là de résoudre des petits problèmes quotidiens, des disputes, des bagarres, des difficultés à l'école, etc., ou dans la famille. C'est pas forcément des difficultés importantes, mais le problème important, il va venir de la mise au régime et des troubles du comportement alimentaire que ça va engendrer. Donc c'est vrai que de temps en temps, c'est peut-être plutôt les parents qui devraient aller discuter avec un psy. Alors, on a commencé à parler aussi des hommes qui vieillissent un peu, qui commencent à se dire tiens, je prends un petit peu de bide. Mais en réalité, je trouve que cette pression-là, elle est chez les femmes tout le long de leur vie, même à travers leur ménopause. Le corps ne doit pas changer, alors qu'en théorie, médicalement, il change. Je trouve que chez les hommes, c'est pas aussi stigmatisé que ça peut l'être chez les femmes. Je pense que c'est en train de changer, c'est-à-dire chez les hommes de peut-être 35-40 ans, ou peut-être dans certains milieux socio-professionnels. Autant avant, on acceptait le PDG qui avait du bide, bon vivant, etc. Maintenant, il faut beaucoup plus être en forme, être affûté, disent les hommes, et à tout point de vue, donc au point de vue corporel aussi. Donc je pense que ça gagne les hommes quand même des nouvelles générations. Mais effectivement, sinon, les gens qui ont 50, 60, 65 ans, très souvent, ils ne s'en soucient pas parce que, comme on le disait, le corps de l'homme est quand même beaucoup moins objectivé que celui de la femme. Et c'est très souvent le médecin qui va mettre de la pression, le médecin qui va alerter sur des risques de santé, qui va faire que l'homme, éventuellement, va envisager de perdre du poids. Mais en fait, lui, il y a des hommes qui sont très gros et en fait, ça leur pose aucun problème. Ils considèrent qu'ils ont le droit d'être comme ça, qu'on leur foute la paix. Et donc, c'est plus des raisons de santé qui peuvent intervenir. Et donc, beaucoup, beaucoup plus tard, effectivement, ils vont pas du tout être tracassés comme toute leur vie, la plupart des femmes. Et puis il y a culturellement une tendresse pour le papy. On a parlé un temps de dad bod aussi, qui était le ventre, le bide de bière de l'homme quadragénaire. C'est des choses qui sont vues de façon assez sympathique. On n'imagine pas une seule seconde une valorisation du même bod. Oui, qui existe pourtant. On parle de bon vivant quand on parle d'un homme gros. Il est bon vivant, il a un bon coup de fourchette, il aime la vie. Une femme grosse, elle se laisse aller. Une femme grosse, elle a pas de volonté. Elle devrait faire quelque chose. Voilà. Je veux dire, il y a beaucoup de Français aussi qui adorent Gérard Depardieu et aujourd'hui, dans les films, on met énormément en avant ses caractéristiques corporelles sans que ça fasse scier particulièrement. Personne ne se dit il doit pas être en très bonne santé. Il est perçu comme un bon vivant. Donc, oui, on va dire c'est son tempérament, c'est quelqu'un d'excessif, mais ça va pas être connoté forcément négativement, alors qu'effectivement, ça serait pas du tout pareil. Je suis tout à fait d'accord pour une femme. Est-ce que c'est quelque chose médicalement que du coup il y a plus d'hommes qui viennent à ce moment-là de leur vie pourquoi d'ailleurs pour des questions d'image socio-professionnelle principalement, en fait dans une optique de jeunisme parce qu'il faudrait pas vieillir. Alors, il y a des hommes, effectivement, autour de 35-40 ans. C'est-à-dire qu'il y a souvent des hommes qui ont fait beaucoup de sport dans leur jeunesse et du coup qui sont quand même un petit peu choqués de voir leur corps changer et un peu, peut-être être moins conforme à ce qu'ils aiment. Et il y a quand même aussi ce que j'ai observé chez quelques hommes, une espèce d'image repoussoire du père. C'est-à-dire le père est très gros et on veut surtout pas lui ressembler. Donc ça peut déclencher aussi quelque chose. Mais sinon, les hommes, après, qui sont très gros, ils vont venir sur... alors, éventuellement, c'est leur femme qui va les envoyer, ou c'est le médecin, et ça marchera pas de toute façon, parce que si la personne, homme ou femme, ne prend pas la décision elle-même, ça n'aura pas d'effet. Quand est-ce qu'on parle juste de la santé, en fait, c'est plutôt que d'avoir un corps hyper performé qui doit ressembler à une image qu'on a de ce qu'on devrait être homme ou femme d'ailleurs. Quand est-ce qu'on se dit juste je suis bien comme je suis en bonne santé? Alors, le problème déjà, c'est qu'on associe la grosseur à la mauvaise santé, ce qui n'est pas forcément le cas. Et on peut être aussi gros en mauvaise santé et avoir le droit de rester gros et en mauvaise santé. Et on peut être... Oui, vraiment. On parle jamais aussi, dans ces cas-là, de grossophobie médicale, qui empêche beaucoup les personnes grosses, et surtout les femmes grosses, d'aller se faire soigner correctement,
puisque quand une femme grosse va chez un médecin, la plupart du temps, elle ressort avec une recommandation pour une chirurgie bariatrique. Alors qu'elle est allée je précise juste que ça concerne tous les médecins pour tous les problèmes médicaux. Absolument. Ça concerne les dentistes, ça concerne les kinés, ça concerne les ophtalmos. Voilà, j'ai eu personnellement une recommandation d'un ophtalmo pour une chirurgie bariatrique. C'était merveilleux. Donc c'est complètement ridicule en fait. Donc, et forcément, les femmes grosses vont moins consulter au bout d'un moment, c'est évident, puisque tout est à cause de leur poids. Donc pourquoi faire ? À quoi ça sert d'aller consulter un médecin ? Les hommes gros aussi, encore une fois, peuvent avoir des recommandations déplacées de chirurgie, mais comme on disait, à un poids beaucoup plus élevé déjà. Sur le spectre de la grosseur, ils sont vraiment plus loin que pour une femme. Voilà, donc il faut absolument désassocier l'idée de bonne santé et minceur ou grosseur. Voilà. Mais il y a encore du chemin à faire là-dessus. Énormément, mais vraiment énormément. Et puis pour le coup, à tous les âges de la vie. Oui, absolument. De l'enfance jusqu'à la vieillesse. On perçoit forcément quelqu'un de gros comme en mauvaise santé. Et s'il est en mauvaise santé, que ce soit à cause de son poids ou pas à cause de son poids, ce sera toujours la faute de la personne grosse. Elle a qu'à faire un effort, ça va. Oui, parce qu'il y a ça, mais il y a aussi les clichés qu'on peut véhiculer sur le caractère, en l'occurrence, Tout à fait. c'est des personnes qui se bougent pas assez, qui font pas assez sport, qui sont pas motivées. Tout à fait. Il y a les biais grossophobes extrêmement ancrés dans la société qui voient les personnes grosses comme des personnes feignantes, incapables de se bouger, incapables de se prendre en main, qui ne peuvent pas prendre de décisions pour elles-mêmes, ou si elles en prennent, c'est forcément des mauvaises décisions. Voilà. Donc il faut changer tout ça. Ces clichés grossophobes entre hommes et femmes, il y a une différence, Solène ? C'est compliqué de dire s'il y a vraiment une différence, parce que c'est des clichés qu'on retrouve un peu partout, dans les médias, dans les films, justement chez le médecin, dans la rue, etc. Après, c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure sur l'homme qui va jouer le côté viril, costaud, on le voit pas mal dans les films où on va avoir un personnage qui va être très costaud, très corpulent, mais qui va amener sa force physique avec lui, qui va du coup avoir une perspective plus positive en fait de la grosseur, ou effectivement le bon vivant qui va quand même être plus souvent associé aux hommes aussi, comme image effectivement ça va être le personnage joyeux qui aime bien manger, etc. Maintenant, c'est vrai que le fainéant, la fainéantise, la paresse, etc., ça c'est quand même associé aux deux. En tout cas, dans les médias, on retrouve souvent cette caractéristique-là. On le voit. Et puis l'association aussi de la grosseur avec le fait de manger tout le temps. Alors moi, c'est quelque chose qui m'avait pas mal marqué quand j'avais un peu regardé justement les films, les personnages de films. Très souvent, quand il y a un personnage gros, et en particulier quand c'était un enfant, mais pas que, il était toujours associé effectivement à la bouffe, à la malbouffe, au fait de manger. Alors le gourmand, etc., ça peut être quelque chose de positif, c'est pas forcément une image négative, mais là, en l'occurrence, c'était souvent quand même une image assez négative. Et voilà. Mais ça, c'était pour le coup assez... il y avait peu de différence de genre, en tout cas, sur cette question-là. Mais c'est important, ça, cette question de l'image de la personne grosse qui doit être une goinfre qui mange tout le temps, parce que du coup, ce que ça crée, c'est que la personne grosse, elle va très souvent être dans un contrôle très important quand elle est avec les autres. Elle dit, on croit que je mange beaucoup, non, je vais montrer que je suis très raisonnable, donc elle va manger peu, elle va choisir des choses pas très caloriques, sauf que ce contrôle va souvent entraîner que quand elle rentre chez elle, elle va se lâcher parce qu'elle s'est trop contrainte, mais c'est parce qu'elle essaye d'aller contre l'image qu'elle connaît qui est véhiculée par la grosseur. Et on en sort de la spirale du régime ? C'est mon travail. Je crois que... Alors juste une toute petite chose sur la santé. En fait, du point de vue donc c'est très important de distinguer le poids et la santé. Et d'ailleurs, je dirais qu'il y a un peu plus de risques de santé quand même chez les hommes, puisque les hommes, ils vont quand même accumuler beaucoup plus de graisse au niveau abdominal, et ça, c'est quand même un peu plus un risque de santé que d'avoir des grosses cuisses ou des grosses fesses. Donc les femmes, elles sont au niveau cardiovasculaire beaucoup plus protégées que les hommes. Et donc justement, on sort de la spirale du régime. Alors, moi, j'essaye de faire sortir les gens le plus tôt possible, mais des fois, il y a des femmes qui sont résignées, en fait, et ce qui va les faire consulter, c'est de commencer à avoir
effectivement un peu des problèmes au niveau articulation, au niveau mobilité, qui va faire qu'elles disent faut faire quelque chose quand même pour perdre du poids, mais sans régime. Hein. Donc, et c'est ça qui est triste. Et donc moi je fais ce que je peux, puis j'ai des collègues aussi qui font ce qu'ils peuvent, mais la culture de régime, elle est tellement importante. Et puis en fait, c'est vraiment au carrefour du patriarcat et du capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a à fragiliser les femmes et puis à leur vendre tout un tas de choses pour les faire mincir. Et donc, il y a tout le temps des tas de poudre de perlimpinpin, des coachs, des méthodes minceurs, etc. Donc, il y a énormément de pression. Et donc, la voie alternative qui est de dire, si on le décide, si on en a envie, on peut perdre du poids pour se sentir mieux sans faire de régime. Cette voie-là que moi, je défends, elle est encore... trop peu connue et trop minoritaire en fait, mais bien sûr il y a des personnes qui peuvent décider consciemment de faire de la chirurgie bariatrique si elles ont beaucoup de poids en trop, puis il y a des personnes qui perdent 15, 20, 30, 40 kilos tranquillement dans le temps, en travaillant éventuellement avec un psy, en travaillant sur le côté émotionnel, en travaillant sur la réécoute de ses sensations, en travaillant sur la non-privation, donc pas avoir de craquage. Enfin, c'est tout un travail global, mais justement sans faire de régime. J'y ai pas pensé, là ça vient de me sauter au visage, mais c'est vrai qu'il existe beaucoup moins de crèmes amincissantes de nuit pour les hommes. Alors que j'ai l'impression, je peux en citer, je pense au moins 20 là. Oui, c'est bien de le rappeler très clairement. La lutte anti-grossophobie, c'est une lutte anticapitaliste et féministe, très clairement. On vend aux femmes, encore une fois, beaucoup de solutions miracles qui ne marchent pas ou qui vont marcher très peu sur un court temps pour leur revendre derrière encore plus de choses. Voilà. Mais qui participent à une forme de taxe rose, en fait. Des produits qui sont inventés complètement. Pour des besoins visibles. Et d'ailleurs, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le muscle et la force, c'est-à-dire que il y a des tas de yaourts minceurs, yaourts light, 0%, etc. Et donc, évidemment, les hommes n'achetaient pas ça. Donc, on a créé maintenant les yaourts hyper protéinés pour les hommes avec des packaging noirs, marrons, etc. pour essayer de vendre des yaourts aux hommes. C'est des yaourts de guerre. C'est pour faire la guerre. Peut-être pour continuer sur ce thème, on parlait tout à l'heure de la question du genre des aliments. Et c'est vrai que ça rejoint un peu cette question-là, effectivement, de faire le packaging qui correspond. Et je trouve qu'on voit aussi peut-être cette question avec la viande en particulier. Effectivement, je pense que ça me fait penser aux publicités pour vendre de la viande, du beefsteak. Ça va être l'homme viril qui mange de la viande bien saignante. C'est vachement des associations guerrières en fait qui sont mises en avant. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la question de la viande, c'est l'aliment genré par excellence qui est, j'allais dire, le plus vieux. Peut-être il y en a d'autres, mais en tout cas qui est extrêmement vieux et qu'on retrouve historiquement depuis très longtemps, où effectivement les femmes vont être associées à la salade, en tout cas aux légumes, etc., et les hommes à la viande. J'adore être associée à une salade. C'est une passion pour moi. Il y a ce qu'on appelle un peu la pensée magique, c'est-à-dire si je mange de la viande, je vais être fort. Il me semble quand même que les choses sont en train de changer. L'alimentation, elle reste très genrée, mais il y a quand même beaucoup. En ce moment, il y a un mouvement très important pour manger moins de viande. Et ça concerne les hommes aussi. Et moi aussi, j'ai des stéréotypes dans la tête. C'est-à-dire que moi aussi, j'imagine que les hommes mangent plus de viande. Et je me rappelle d'un monsieur qui était venu me voir, qui devait avoir, 55-60 ans, conducteur SNCF, mec, très, très, très simple, un peu costaud. Et je pensais qu'il venait me voir pour perdre du poids, et pas du tout. En fait, il était végétarien, il voulait devenir végane. Donc il y a quand même ce mouvement quand même de préoccupation du bien-être animal, de préoccupation de manger moins de viande pour des raisons liées au bien-être animal, pour des raisons liées à l'écologie. Je pense qu'elle impacte. Elle impacte aussi beaucoup les hommes, sachant qu'il y a aussi beaucoup d'hommes, je ne saurais pas chiffrer, qui sont justement dans la résistance vis-à-vis de ça, qui sont plutôt dans « je vais manger encore plus de viande et je vous emmerde ». Et pour poser leur virilité, parce que j'allais dire, sinon, si le patriarcat perdure et qu'on dit qu'il faut manger moins de viande, ils vont trouver un autre truc très viril à manger. Enfin, je veux dire, s'ils peuvent plus manger de bœuf, ils vont s'attaquer à autre chose. Oui, puis on demande aussi beaucoup aux femmes de ne pas prendre de place, de prendre le moins de place possible. Donc, c'est une manière aussi
lutter contre tout ça, c'est de se rendre compte qu'on a le droit de manger, on a le droit de se nourrir de viande si on a envie, ou pas. De raclette, ou n'importe quoi, et on a le droit de se nourrir et de vivre et de prendre de la place. Je pense à une question que j'avais envie de te poser tout à l'heure, après ces applaudissements mérités. Merci. Je parlais de spirale du régime et de comment s'en sortir. Tu disais que tu y étais entrée quand tu étais toute petite. Tout à fait. Où est-ce que tu en es? Comment tu as réussi à changer ça? Personnellement, j'ai arrêté il y a très longtemps. J'ai été au régime continuellement de mes 5 ans à mes 17 ans. Ça a fait beaucoup de dégâts, ça a fait la personne grosse que je suis aujourd'hui, parce que j'ai perdu beaucoup de poids et j'en ai repris beaucoup aussi. Ça a laissé des traces qui sont très très compliquées à effacer avec ma relation avec la nourriture, très clairement. Donc, en revanche, j'ai fait la paix avec cette idée de... En fait, j'ai pas besoin de maigrir pour être une personne qui a le droit de vivre. Voilà. J'ai besoin de me nourrir pour faire des choses. J'ai besoin de me nourrir pour lire, pour écrire, voilà. Donc, je me nourris. Je prends du poids, je perds du poids, je perds du poids. On s'en fout, en fait. Faut arriver à... Merci. Merci. Faut arriver à avoir au maximum une relation neutre avec son corps. Et si tu arrives à avoir c'est déjà très très difficile et une sacrée aventure d'arriver à là, j'imagine que ça change aussi tes relations avec ta famille, parce que du coup tout le monde est impliqué. Oui et non. Moi j'ai une famille de personnes grosses, on est tous gros. Donc je crois qu'ils avaient aussi besoin de voir que on peut vivre sans faire des régimes, que c'est aussi une manière de vivre. Donc, ça se passe plutôt bien. Bravo. Merci. Mais d'ailleurs, je rejoins ça. Il y a des personnes qui viennent me voir et qui parfois ont peur de perdre. Alors, il y a différentes raisons qui peuvent faire qu'on a peur de perdre du poids, mais peur d'un problème de loyauté vis-à-vis de la famille. C'est-à-dire toute ma famille est grosse. Si moi je maigris, qu'est-ce qui se passe dans ma relation avec ma famille? Donc c'est pas toujours simple. Après il y a une autre chose. On parlait du patriarcat, etc. Il y a des fois une peur. Le poids est une protection aussi. C'est-à-dire quand on est une femme séduisante et qui du coup est très embêtée par rapport à ça, prendre du poids est aussi une façon de se protéger. Mais on revient aussi dans cette histoire d'accompagnement psy pour les parents qui nécessite vraiment une vision globale de la famille, de tout le monde qui s'implique, plutôt que de juste mettre l'enfant dans un cadre où il se retrouve avec lui-même et des praticiens qui vont être possiblement violents avec lui ou elle. La famille entière doit s'impliquer en fait. Moi, je reçois jamais un enfant sans un des parents. Après, si c'est un enfant qui commence à avoir 10-12 ans, qui vient avec ses parents, je demande à un moment donné s'il veut dire des choses sans les parents et que les parents en sortent éventuellement. Mais évidemment que c'est absolument fondamental que les parents soient là et que les parents entendent. Il ne s'agit pas de les culpabiliser, de les rendre responsables, mais qu'ils entendent un petit peu ce qu'il y a à entendre par rapport à la situation. Puis bon, le but c'est aussi du mieux-être, des améliorations. Donc ça peut être des choses difficiles à entendre, mais c'est positif dans le principe. Bien sûr. Je voulais clôturer ce tour de parole par une petite... on va toutes donner nos idées d'amélioration, surtout sur la question du genre, de l'alimentation, de la grossophobie de la société en général. Alors un point de vue militant, personnel, politique. Solène, si tu veux commencer. Comment on peut changer les choses, améliorer les choses? C'est quoi ta vision? Déjà, je pense qu'il faut vraiment lutter contre la grossophobie et contre les discriminations de manière générale. Ça me paraît essentiel parce qu'en fait, c'est aussi ça qui fait que les personnes se sentent mal et donc, en se sentant mal, ça déstructure leur rapport à l'alimentation. Et cette lutte contre les discriminations, elle doit aussi cibler particulièrement la question du genre. Il y en a d'autres aussi, la question sociale dont on n'a pas forcément parlé, mais il y a plein d'autres problématiques qui sont très importantes. Et je pense que voilà, ça c'est déjà le premier truc. Après, je dirais informer aussi les gens, c'est-à-dire leur montrer que effectivement la question de l'obésité, la grosseur, c'est beaucoup plus compliqué qu'ils n'imaginent. En fait, ça participe de la question de la lutte contre les discriminations, mais vraiment informer,
expliquer aux gens ce qu'il en est, voilà, et puis informer les gens sur leurs droits aussi, leur droit de lutter, de réagir s'ils sont victimes de discrimination. Je pense que ça c'est très important. Et puis après peut-être montrer la diversité corporelle aussi dans les médias, dans les films, dans les réseaux sociaux, mais sans associer, en dissociant en fait la corpulence de la personne de ce qu'elle est. Parce qu'en fait le problème c'est que très souvent les personnes grosses, soit elles vont être présentées négativement, soit positivement, mais il va toujours y avoir un lien avec leur grosseur, alors qu'en fait voilà, ça devrait être une personne voilà, comme les autres. Enfin, je veux dire, qu'elle soit grosse ou qu'elle soit pas grosse, en fait, on s'en fiche. Le personnage, il joue le méchant, le gentil, c'est pas un trait de caractère d'être gros. Ça devrait pas être un trait de caractère, et ça l'est trop souvent, et du coup, ça rajoute un petit peu sur la question de caractère. Puis peut-être un dernier point sur la question de la prise en charge, de manière générale. Là, on parlait de grossophobie médicale tout à l'heure. Et comme un vrai problème actuellement sur la question de la prise en charge, à la fois pour ne pas associer la question de l'obésité directement à la question de la santé, mais aussi pour aider les personnes grosses qui souhaitent se faire soigner lorsque ça n'est pas lié à leur grosseur, qu'elles puissent se faire soigner sans être discriminées, et celles pour qui c'est lié à leur grosseur, qu'elles puissent aussi se faire soigner sans être discriminées. Et en l'occurrence, on a un tout petit peu parlé de la question de la chirurgie bariatrique, mais c'est important aussi de signaler ça, qu'effectivement, il faut aussi, certaines personnes ont besoin de faire de la chirurgie. Déjà, il faut améliorer la prise en charge et améliorer la question de la chirurgie de manière générale, parce que pour le moment, ça reste encore problématique sur plein d'aspects, mais aussi prendre en charge plus généralement et pas seulement d'un point de vue médical. Et là, ça rejoint peut-être ce qu'on disait sur la question psy. Et je pense qu'il n'y a pas que la question psy, la question socio-économique, etc. Après, il faut savoir que juste un petit exemple sur la question de la chirurgie bariatrique, beaucoup de personnes qui ont fait une chirurgie bariatrique ont des problèmes de santé après, parce que financièrement, elles n'ont pas les moyens de payer les vitamines qui vont, etc. Donc là, on est dans le croisement des questions de capitalisme, voilà. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. Donc voilà, peut-être améliorer la prise en charge au sens large. Après, il y a plein de choses, mais... Anouche. Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Solène. Il faut améliorer la prise en charge. Il faut aussi complètement dissocier la grosseur de moralité, hein, parce qu'on met beaucoup de mauvaise morale derrière la grosseur. Il faut changer plein de choses dans notre système. La grossophobie médicale, évidemment, les problèmes d'accès, les problèmes d'accès au travail aussi, enfin, 1 million de choses dont on n'a pas eu le temps de parler aujourd'hui. Il faut aussi, je pense, travailler sur... on n'a pas besoin de maigrir, en fait, pour... voilà, je répète ça. On n'a pas besoin de maigrir pour avoir de la valeur et pour avoir le droit de vivre. Et ça, il faut s'en rappeler tous les jours et travailler vraiment là-dessus. Il faut essayer de lutter au maximum contre la grossophobie. Faites-le en venant adhérer à Gras Politique. Ça nous fait plaisir. Venez nous aider. Et puis... vraiment vivez pour vous. Voilà. Merci Anouche. Et puis, on arrête les régimes, enfin. Oui, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Enfin, il faut pas arrêter les régimes, il faut lutter contre la culture des régimes. C'est-à-dire, faut vraiment dénoncer ça, montrer tout le mal que ça fait, montrer que c'est vraiment pas une solution et que c'est très nuisible. Après, je rejoins ce que disait Solène. Je pense que c'est très important de montrer la diversité. En fait, on ne voit pas des corps différents nulle part. On voit des corps différents. Il y a un travail qui a été fait par la philosophe Camille Froidevaux-Métry sur les seins. Elle a fait un livre sur les seins et c'est incroyable. Elle montre plein de photos de seins. Et en fait, jamais on ne voit des photos de tous les seins. Donc forcément, on grandit comme petite fille, ado, en se disant « mais j'ai des seins pas normaux » puisqu'on voit que les seins, je sais pas, des mannequins ou des filles, des pubs. Et en fait, il faut faire la même chose pour les corps. Voir des corps de toutes sortes, des corps gros, des corps minces, des grands, des mecs, des carrés, des ronds. Enfin, voir tout ça et qu'on se dise que c'est normal que les corps soient divers. Donc ça, c'est un gros chantier. Et puis après, il y a, par rapport à ce que disait Anouche, le problème, c'est que même si on vit bien avec son corps, on vit dans un monde hostile. Donc, il y a beaucoup à faire pour que les sièges soient suffisamment grands, dans les trains, dans les avions, dans les restaurants, dans les théâtres, que le monde médical, que tout soit adapté aux personnes, quelle que soit leur morphologie. Parce que même si on fait un travail sur soi, le monde n'est pas adapté.
Je rajoute mon grain de sel sur les conseils. Moi, je conseille tout le temps aux gens de s'intéresser aux autres, en fait, juste. Donc, écoutez des podcasts, lisez des livres, allez vous renseigner dans les assos comme Gras Politique pour juste apprendre de l'autre, qu'on soit concerné ou pas, en fait. Enfin, finalement, ça concerne tout le monde. Et en l'occurrence, on est toujours à 2 doigts de dire une connerie grossophobe. Donc, c'est toujours intéressant d'être plus intelligent, de devenir plus intelligent en s'intéressant à l'autre. Complètement. La lutte contre la grossophobie, c'est une lutte qui libère toutes les femmes. Donc, soyons très clairs. Donc venez. Merci Ariane Grimbach, diététicienne anti-régime défendant la diversité des corps, et on l'a beaucoup dit ce soir. Merci Solène Karoff, maître de conférence, Université La Sorbonne et autrice de Grossophobie, sociologie d'une discrimination invisible. Et merci Anouche, membre historique de Gras Politique. Merci au Très Gros Festival de nous avoir accueillis et à très vite pour de nouveaux épisodes, très très vite même. Merci à l'équipe de Slate Podcast et à Victor Benamou pour la réalisation live.